Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast produit en partenariat entre Radio Anthropocène et l'association Ville et Aménagement Durable dans le cadre du Festivad. Alors je suis Florian Fontpéry et je vais vous accompagner durant 3 épisodes pour découvrir les partenaires, les projets et le festival de l'association VAD. Chacun de ces 3 podcasts sera donc l'occasion d'accueillir derrière le micro un ou une responsable de VAD, un ou une élue locale partenaire et un ou une personnalité inspirante afin d'engager une réflexion sur un des grands sujets de travail de l'association Ville et Aménagement Durable. Et nous avons décidé de nommer ce premier épisode « Une démocratie qui s'active pour agir sur le cadre de vie ». Donc vous l'aurez compris, il va être question de renouvellement de la démocratie locale et de son impact sur le quotidien des habitants. Et alors pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Fanny Lacroix. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes maire de Châtel-en-Trièves dans l'Isère et vice-présidente de l'AMRF, présidente également de l'association Tous et Maintenant, Réinvestir la vie publique. Vous avez participé à la mise en œuvre d'une politique de revitalisation rurale fondée sur la mobilisation des citoyens. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors, je suis également en compagnie de Claire Peigné. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes maire de Morancé, dans le Rhône, et également présidente de l'AMF du Rhône, Association des maires de France, et partenaire de VAD, et vous expérimentez le récit prospectif dans votre commune dans le cadre du Festivad, avec votre premier adjoint qui est également présent avec nous, Nicolas Bory. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le premier adjoint en charge de l'urbanisme de la commune de Morancé. Et pour terminer ce tour de table, nous sommes avec Naïma Brazi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de mission à VAD. Et c'est d'ailleurs à vous que je vais m'adresser en premier lieu pour que vous nous présentiez en quelques mots ce qu'est VAD et ce qu'est ce Festivad. Bonjour à tous. VAD, c'est un réseau de professionnels du bâtiment et de l'aménagement durable sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en 2024, on a décidé de réunir notre réseau autour du Festivad pour répondre à la problématique de quoi avons-nous réellement besoin pour un avenir désirable. On a imaginé ça un peu comme une onde itinérante à travers l'espace et le temps. Donc en fait, le Festivad, il propose d'introduire l'approche artistique pour nourrir une réflexion partagée sur les pratiques professionnelles et les futurs souhaitables. Comment ça se traduit ? Ça se traduit avec 3 temps forts, 3 projets de collectivités territoriales d'Auvergne-Rhône-Alpes, 3 formats innovants d'intelligence collective, à savoir le récit prospectif à Morancé, le Parlement du vivant à Annecy et la construction démonstratrice sur Tournon-sur-Rhône. On va parler un petit peu du récit prospectif, qui est le sujet du jour avec la commune de Morancé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, le récit prospectif, on le porte avec la commune de Morancé et un partenaire extérieur qui est la Guilde de l'innovation. L'idée, c'est de donner à voir le futur désirable pour cette commune, de confronter ce futur au présent, mais aussi au passé, et ainsi de planifier différemment la commune en aidant à fédérer différents acteurs autour de ce projet prospectif, que ce soit les habitants, mais aussi les autres parties prenantes du territoire. On va donc continuer et on va même commencer cet échange avec un extrait sonore. Je vais vous laisser l'écouter et puis on va en parler juste après. J'ai une bonne nouvelle. Je me suis arrangée avec la boulangerie de Guarec. On peut vendre leur pain ici. Ah. Top, hein ? Tiens. Voilà. Alors, hop. Voilà. Tiens, Patrick. Allez. Oh, dis donc. Bon. Alors évidemment, il faudra que chaque administré donne un peu de son temps. Je conteste pas, Alice, mais pourquoi on rouvre pas le bistrot ? Le bistrot, lieu de convivialité. Nouvelle agora moderne, là où on discute des problèmes de la cité. C'est vrai qu'en y réfléchissant... Ouais, c'est vrai qu'en y réfléchissant, je crois qu'on détient le record départemental de retraite permis par habitant, non ? Yes ! Ouais. Bon, on va plutôt se concentrer sur le pain. Tiens, merci. Alors, je vous ai préparé un petit planning avec les emplois du temps de chacun. Bon, c'est un peu brouillon, mais il y a les horaires là. Ouais, effectivement, c'est brouillon. Ouais. Alice, t'es mignonne, mais moi, en attendant, j'ai un travail avec des responsabilités. Je suis pas à la retraite. Alors là, détends-toi, Patrick. J'ai jamais été aussi occupé que depuis que je suis à la retraite. De toute façon, ça tombe bien, je t'ai mis le dimanche de 9h à midi, en semaine paire et impair. Ça te va ? C'est chiant, mais je m'arrangerai. Ok. Super. Alors Fanny Lacroix, je vous voyais rigoler, je crois que vous avez reconnu. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet extrait ? Oui, c'est l'extrait d'un film qui nous tient très à cœur à Châtel-en-Trièves qui s'appelle Les Petites Victoires,
qui est sorti il y a un an, en mars 2023, qui a fait 1 million d'entrées, le film de Mélanie Offrette, qui est venu sur notre village pour s'en inspirer. Donc on est très fiers d'avoir inspiré, mais comme d'autres villages de France, le tournage de ce film qui montre exactement en fait le contexte de désertification que peuvent connaître les villages de France, et puis comment est-ce qu'on peut, en se mettant les uns avec les autres, réussir à changer cette donne. Et moi, j'aime beaucoup cet extrait-là parce qu'on a un peu vécu ça à Châtel-en-Trièves quand on avait tout perdu, les commerces qui étaient avant sur cette commune. Et avec les habitants, on s'est mis ensemble et on s'est dit, il n'y a pas d'acteur privé qui veut ouvrir un commerce chez nous, donc on va le faire nous. Et donc, c'est nous qui allons nous mettre derrière le comptoir du café-épicerie associatif. Toi, tu viendras les semaines impaires, moi les semaines paires, moi j'aurai ce créneau-là. Et puis, finalement, on va essayer de faire quelque chose comme ça. Et ça a fait naître une dynamique sur le village incroyable. Juste par le fait et le plaisir de retrouver un endroit pour se retrouver, pour créer de la convivialité et aussi pour discuter, créer du lien social, des choses toutes simples mais qui sont absolument essentielles à l'échelle de la commune. Alors justement, vos propos, ça va me permettre d'introduire ce premier thème que l'on va aborder. Vous parlez beaucoup de citoyenneté active, qui serait un petit peu en opposition avec un grand thème que l'on a l'habitude d'aborder, qui est la participation citoyenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence entre ces deux termes ? Oui, sachant que les deux ne s'opposent pas. Vraiment, et là-dessus, je tiens à le conforter, on a besoin de démocratie participative. Moi, je parle de quelque chose d'un peu différent, et c'est vrai que j'aime affirmer cette différence parce que je viens aussi d'un métier de la participation citoyenne. Avant, moi, j'ai travaillé dans un bureau d'études qui était spécialisé dans les démarches de participation citoyenne pour construire du projet urbain durable. Je suis urbaniste de formation, et donc j'ai passé une première partie de ma vie professionnelle à essayer de construire des dispositifs de participation en vue de l'amélioration de la construction des politiques publiques. Et après, je suis devenue maire de ce petit village, et en fait, j'ai basculé un peu par le hasard des choses, dans une vision beaucoup plus politique aujourd'hui de ça. Je suis arrivée sur Châtel-en-Trièves, dans un contexte de désertification, d'abord en tant que secrétaire de mairie, parce que j'avais accompagné mon compagnon qui voulait reprendre la ferme de ses parents. Et il y avait ce centre-bourg qui ne vivait plus. Et donc, on a mené cette démarche de réappropriation de ce village pour construire un village rêvé. Et d'un coup, moi, j'ai animé des ateliers participatifs. Et en fait, tout le village s'est mis à faire des propositions et à se mettre concrètement à l'œuvre dans une démarche vraiment de démocratie du faire. Et en fait, ça a dépassé totalement cette impulsion institutionnelle. Aujourd'hui, je vois la citoyenneté active comme quelque chose en soi-même et pour soi-même, pas forcément pour alimenter un projet dans une démarche de démocratie participative. Et donc, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire quand on est élu de la République à construire les conditions d'émergence de cette citoyenneté active quand on voit que tellement de nos concitoyens cherchent une modalité de contribution. Et donc, il y a je dis qu'il y a une différence entre cette démocratie participative où ce sont les pouvoirs publics qui organisent une contribution à un projet urbain ou à une politique publique, et donc cette citoyenneté active que nous pouvons cultiver et qui est là uniquement en fait pour créer du lien entre les gens et offrir les capacités d'existence publique de tout un chacun. Claire Peigné ou Nicolas Bory, est-ce que cette notion de citoyenneté active, c'est une notion qui vous parle ? Comment est-ce que vous la saisissez ? Comment est-ce que vous la comprenez ? Alors, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Je pense que la participation citoyenne et la participation active ne s'opposent pas. Elles sont complémentaires. Une participation citoyenne aujourd'hui doit générer une participation active. C'est-à-dire qu'on redonne aux citoyens sa place au cœur de la cité. Je pense qu'on est sur un système d'interrelation. On ne doit plus être dans un système d'opposition. Pour reprendre l'exemple du monde rural, c'est un monde qui bouge beaucoup, qui mute, avec une nécessité de se réinterroger sur le modèle rural, à la fois sur son passé, son présent, pour construire un avenir qui soit positif pour l'ensemble des habitants, mais aussi pour ceux qui l'ont porté pendant de nombreuses années. Donc, pour moi, la participation citoyenne, qui est peut-être un mot à connotation un petit peu politique, on va dire, peut-être doit être... peut-être que la participation active va être plus générateur d'énergie et fédérer plus d'adhésion de nos citoyens. Et justement, pour que ces citoyens se sentent peut-être plus investis dans leur commune, dans l'action qu'ils mènent sur leur territoire
territoire, il y a peut-être une nécessité ou un besoin de redéfinir ou de re-questionner un petit peu la façon et la fonction de maire. Fanny Lacroix, c'est un propos que vous portez. Comment est-ce que vous envisagez, vous, cette fonction-là de maire ? Ouais. Moi, j'ai été assez surprise quand je suis arrivée dans mon petit village qui faisait 250 habitants. Je suis arrivée en 2014, alors qu'avant, j'étais fonctionnaire territorial à Saint-Martin-d'Hères. Donc, il y a une grosse commune à côté de Grenoble. Il y a plus de 1000 agents publics qui travaillaient dans cette commune-là. Je suis arrivée dans mon village qui s'appelait Saint-Sébastien à l'époque, avec une secrétaire de mairie, un agent technique polyvalent, un agent de ménage et un maire qui était là tout le temps. Je suis arrivée, la secrétaire de mairie, malheureusement, que j'ai remplacée, avait mis fin à ses jours. C'est aussi une grande problématique de la souffrance au travail de ce premier maillon essentiel des petites communes. Et vraiment, moi, j'ai trouvé là des élus, le nez dans le guidon. Je les appelle des gestionnaires submergés, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils gèrent le quotidien, c'est-à-dire, et on le voit dans le film des petites victoires, c'est extrêmement bien illustré, parce qu'à un moment, la mère arrive, elle va reboucher les trous dans la chaussée, mais c'est ça, le quotidien des maires ruraux. Et moi, j'ai été frappée par ça, parce que je me suis dit, mais mince, ils ne sont pas à leur place, ces maires-là et ces élus-là. Et en fait, concrètement, ça pose un vrai problème démocratique, c'est-à-dire que la voix de la ruralité n'est pas politique, n'est pas portée au niveau national avec un récit politique. Et je trouve que ça manquait énormément. Donc moi, en tout cas, je me suis attelée en tant que secrétaire de mairie à construire les capacités de redonner une liberté politique à mes élus. Et donc pour ça, on a créé une commune nouvelle, on a rassemblé des services, on a pu faire une spécialisation des tâches et puis sortir les élus de cette gestion, même si c'est encore difficile parce qu'on est encore à petite échelle, mais du moins, il y avait cet effort qui a été fait. Et je crois que vraiment, il y a à redéfinir le rôle et la fonction des élus pour qu'ils fassent de la politique, mais au sens noble du terme. Qu'est-ce que c'est que faire la politique pour moi ? C'est projeter son territoire dans l'avenir avec ses habitants et construire les conditions de participation de chacun pour que personne ne soit invisible et que chacun ait une place dans cette partition collective. Voilà, donc quand je dis ça, j'ai conscience que ça ne reflète pas la réalité de l'ensemble des maires de France, mais je pense qu'il faut absolument se poser cette question-là parce que les enjeux qui sont devant nous sont tellement importants et cette soif de la population à la participation est tellement forte que nous devons, je pense, au niveau de la commune, sur cet échelon de proximité qui cherche un sens aujourd'hui, refonder en fait ce rôle de l'élu local dans un rôle profondément politique qui est de faire vivre cette citoyenneté active au quotidien. Alors vous, Claire Peigné, on se doute, vos deux communes ne sont pas similaires en termes de profil socio-démographique, en termes de taille, en termes de proximité aussi avec des métropoles. Mais comment est-ce que ce rôle du maire, vous l'envisagez ? Effectivement, je pense que quand on est à proximité de la métropole de Lyon, on prend en compte en tant qu'élu local, et j'associe le maire et bien sûr son équipe municipale à ce récit que l'on doit faire, à ce vivre ensemble que l'on doit écrire. Je pense que une des grandes leçons des 10 dernières années, c'est que on ne peut pas faire à la place de l'habitant. On va accompagner les habitants dans cette nouvelle construction du territoire qu'ils ont choisi pour des raisons économiques, pour des raisons professionnelles, familiales. Et effectivement, c'est peut-être plus facile, plus simple d'avoir une relation de proximité dans une commune de moins de 3500 habitants s'il fallait donner un seuil. Mais je pense que dans toutes les villes ou communes, je prends l'exemple du Rhône, cette proximité s'installe. Alors, ça peut être à l'échelle d'un quartier, ça peut être à l'échelle d'un bassin de vie, à l'échelle d'un projet. Aujourd'hui, cette réalité, elle existe. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on voit que tous nos citoyens ne sont pas forcément dans cette démarche, qu'on a un petit peu toujours les mêmes qui se rendent disponibles pour cette démarche de concertation. Et comment on peut faire adhérer une population, toutes les générations, sur des projets qui vont les concerner dans leur quotidien. Mais effectivement, cette réalité d'aller vers les citoyens, elle s'est imposée à travers différents événements politiques. Je pense que les élus locaux en sont pleinement conscients. Elle n'est pas forcément facile à organiser sur tous les territoires. Et justement, pour faire adhérer les citoyens à cette participation locale, Fanny Lacroix,
Comment est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit travailler sur aussi l'imaginaire de ces habitants, leur faire comprendre, enfin en tout cas leur offrir la possibilité de s'investir dans cette commune, et comment est-ce qu'il y a un retournement, parce qu'effectivement c'est peut-être pas quelque chose de naturel pour tout le monde de se dire qu'ils peuvent s'investir aussi bien dans les décisions politiques, mais même d'aménagement, de construction de leur territoire. Comment est-ce que les imaginaires, on peut les retravailler pour ça, et on doit ? Je crois que la question du récit est fondamentale là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut un moment, et je pense que c'est ce qu'on a vécu à Châtel-en-Trièves, avoir l'impression qu'on va être dans quelque chose de grand qui nous dépasse, même à l'échelle de notre petit village. Et ce qui a été extraordinaire dans l'aventure qu'on a vécue, c'était finalement la fermeture de cette école, et c'est autour de ça qu'a construit son film Mélanie Offret, Des petites victoires. Début de l'année 2016, le maire de Cordéac, qui est juste à côté de Saint-Sébastien, apprend la fermeture de sa classe unique. S'il ne remonte pas les effectifs, la classe unique fermera en 2018. Il n'y avait plus que 6 enfants. Je ne dis pas qu'il faut garder des classes de 6 enfants, mais en tout cas, ça a été vécu comme l'avancée de cette désertification après tellement d'étapes depuis 1975 qui avaient été franchies. 1975, c'est le creux de la désertification sur Châtel-en-Trièves. Fermeture de l'école de Saint-Sébastien, fermeture les uns après les autres des commerces. Et là, on arrive en 2016 et encore la fermeture de l'école. Il n'y aurait donc plus rien à parler de mairie. Et donc, c'est ce spectre de la fin de la commune, puisque c'est ça, en fait, qu'on touchait du doigt, qui a apparu à tous. Et à un moment, un sursaut civique et citoyen de dire on a le droit à l'existence. On a le droit à être là, même si on est petit. Et vous savez, ça fait écho à des revendications des Gilets jaunes. C'est pas parce qu'on est tout petit qu'on n'a pas le droit d'être là. On a le droit de vivre autre chose qu'un simple village dortoir. On est plus que ça. Et donc, il y a eu une formidable dynamique qui a su être aussi accompagnée par les élus et le conseil municipal, de dire, voilà, on va faire émerger la politique par la création de la commune nouvelle, par l'organisation des services. Les élus vont faire de la politique, on va projeter une vision territoriale, on va construire une charte qui est la constitution de notre commune autour du maintien des services publics de proximité, autour d'une vision d'une commune forte et vivante où on fait vivre notre village rêvé. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de concertation et de participation citoyenne. Tout le monde a contribué à cette dynamique. Et la chose qui a été extrêmement, pas facile sur le coup, mais assez fondamentale pour notre commune, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas sauver l'école tout seul, nous les élus. Parce que quand vous inscrivez votre enfant sur un cycle scolaire, il a le droit de le terminer. Donc c'est pas parce que nous, on redessinait la carte scolaire avec une commune nouvelle que d'un coup les enfants allaient venir à l'école parce qu'ils pouvaient demander une dérogation. Et là, j'ai souvenir de cette réunion publique. Enfin, il y a une réunion publique où les parents étaient assez... ils voulaient pas forcément mettre leurs enfants parce qu'il y avait toutes les organisations personnelles, les enfants qui avaient les copains et tout. Et le maire a fait une réunion en lieu et place de l'école, où il a montré toute la pédagogie autour de la classe unique. Et après, il a dit aux parents, voilà, moi j'ai fait le job politique. Maintenant, c'est vous qui allez sauver l'école. Et c'est vous qui allez décider si notre commune, demain, c'est le service public, c'est tout ce qu'on a défini ensemble ou pas. Et en fait, le fait d'avoir mis la responsabilité à un moment sur les parents, ils ont sauvé leur école, ils ont construit leur village et ils ont choisi le nom de leur village. Aujourd'hui, Châtel-en-Trièves, c'est un village bien commun qui a derrière tout ça, cette histoire de lutte contre la désertification. Et je crois que c'est pas parce qu'on vit des petites histoires qu'il faut pas leur donner un grand récit. Et je crois que nous, c'est ce qui en fait, le ciment commun de cette maison commune qu'on appelle le village et qui aujourd'hui porte quelque chose de plus grand que nous et qui aussi donne une substance assez incroyable dans les individus que nous sommes. C'est-à-dire que ça a donné de l'énergie à moi-même. Je suis devenue maire, j'aurais jamais pensé ça. Ça a donné de l'énergie à toutes les personnes qui se sont investies et qui ont fait des choses aussi exceptionnelles dans leur vie privée. Et donc, c'est ce regain de sens collectif qui permet de porter les êtres. Et écoutez, en tout cas, ça existe. C'est peut-être Châtel-en-Trièves, un petit village, mais il y en a 35 000 en France et 35 000 possibilités de s'investir, en tout cas à changer les choses au plus près de chez soi. Et juste peut-être pour que nos auditeurs se rendent compte, où est-ce que devaient aller les enfants à l'école quand il n'y en avait plus à Châtel-en-Trièves ? Ils devaient aller à Mins, c'est le centre-bourg qui rassemble les enfants autour d'un regroupement pédagogique. Et en termes de distance ? Et donc ça fait... c'est une quinzaine de minutes en voiture, mais quand même à 40 minutes en autocar pour aller du bout de ma commune jusqu'au centre-bourg. De votre côté, Claire Peigné, vous faites le pari avec Nicolas Bory de l'expérience prospective, de l'imaginaire, à travers l'action que vous engagez dans le cadre du Festivade. Pourquoi ce choix de travail sur les imaginaires territoriaux ? Peut-être parce que c'est ce qui nous a semblé avec Nicolas, émerger des relations que nous avons depuis que nous travaillons ensemble avec les habitants. Et effectivement, pour reprendre vos propos, je pense qu'il faut
ne rien s'interdire. On le voit, en fait, souvent grâce à nos enfants. Aujourd'hui, on a une classe de notre école qui vient de remporter, d'être lauréate du concours écoloustique, qui parle de ma ville de demain, mon école de demain. Et en fait, c'était, on prend une page blanche et on écrit. Et ces enfants ont écrit des choses absolument magnifiques. Alors, on verra, c'est leur histoire. Et en fait, l'idée, c'est de donner la parole à la génération qui va faire vivre nos territoires. Je pense qu'en tant qu'élu, on est là pour donner un cadre, pour montrer qu'il y a une boîte à outils, pour aussi mettre des actions en face des aspirations. Mais je pense que le récit, pour qu'il prenne vie, c'est aux habitants de l'écrire. Et quand on parle de l'imaginaire, c'est quelquefois un imaginaire extrêmement bien structuré qui s'appuie sur une réalité d'aujourd'hui. Donc voilà, je pense que l'idée, c'était de libérer un peu la parole, et puis je pense qu'on va avoir des très belles choses à travers cette expérience. Oui, nous sommes élus, mais nous sommes avant tout citoyens, habitants de nos communes. Nous sommes élus sur un programme en fonction des collectivités. Mais c'est intéressant de se projeter. Nous, on se projette en tant qu'élus, mais qu'est-ce que veulent réellement les habitants ? Ils habitent la commune, ils fréquentent les services, les associations, ils viennent à la mairie. Qu'est-ce qu'ils veulent pour le futur de leur village ? Et ça, c'est assez compliqué, parce que pour arriver à les faire s'exprimer sur ces questions, moi je suis également urbaniste de formation, donc je participe aussi depuis quasiment 28 ans à des réunions de concertation sur des projets, sur des opérations d'aménagement. C'est toujours compliqué d'arriver à leur faire exprimer aux habitants leur volonté, surtout sur des sujets qui sont parfois un peu compliqués pour eux. Sur ces questions d'aménagement, ils préfèrent souvent nous parler de sujets un peu plus quotidiens, un peu plus terre-à-terre, qui sont importants aussi. Mais la participation au festival avec ce récit prospectif, ça nous permet justement de prendre un peu de hauteur, un peu de recul sur nos pratiques et sur comment on voit notre village dans quelques années. Et on ne peut pas le faire tout seul. C'est un travail qui doit être commun, qui doit être enrichi avec les expériences des uns et des autres, avec le vécu des uns et des autres. Et c'est de se mettre autour de la table et de réfléchir effectivement sans se priver, sans se censurer. Et puis on verra ce qui ressortira de toutes ces réflexions. Et ce travail autour des imaginaires, comment est-ce que ça permet aussi peut-être de faire adhérer à une nouvelle histoire, à un nouveau récit politique et à celui d'un développement qui serait peut-être plus durable aussi ? Moi, je veux bien apporter une partie de la réponse. Je pense qu'aujourd'hui, nos habitants, et quelle que soit la génération, on peut parler aussi de nos aînés, nous demandent, c'est un terme qui revient souvent, de prendre soin de nos territoires. Nous avons des aînés qui nous disent « Mais vous vous souvenez, Madame le maire, ce ruisseau, ce fossé, cette parcelle ?» On a reçu en héritage une histoire, un patrimoine, qui soit bâti, qui soit naturel. Et on a un peu ce devoir, quand on s'engage comme élu, de dire « Ce patrimoine, je vais peut-être participer à son histoire le temps d'un mandat, mais comment je le transmets aux générations futures ?» Et justement, je pense que il est nécessaire d'être dans ce récit, d'abord parce qu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'habitants, pour la plupart nouvellement arrivés sur la commune, ne connaissaient pas toutes les richesses, tout le potentiel, tout ce qui avait porté cette commune, et au-delà d'ailleurs le territoire du Beaujolais, puisque notre commune est dans le Beaujolais. Et donc je pense que c'est important à un moment de leur dire, voilà, ce territoire, c'est pas celui des élus, c'est le vôtre. Prenez-le en main, ce que vous disiez. C'est un moment, c'est vous qui allez sauver l'école, c'est vous qui allez avoir une politique durable sur l'aménagement du territoire, sur l'urbanisme, sur les constructions. On le voit aussi au niveau de la santé. Donc effectivement, à un moment, c'est peut-être de remettre en responsabilité nos habitants de toutes les générations. Je dirais que les élus ont un rôle de facilitateur, mais ils n'écriront pas tout seuls la trajectoire et l'histoire de leur territoire. C'est vraiment une histoire d'habitants. Fanny Lacroix, vous vouliez réagir ? Oui, sur la question de l'écologie, en fait,
ça revient systématiquement. C'est-à-dire que comme c'est quelque chose de profondément vécu par les gens, on est sur des approches où les gens construisent eux-mêmes ce qu'ils ont envie de voir, c'est profondément lié au territoire, au quotidien, à ce qui fait, ce qui nous attache à ces lieux qui sont si exceptionnels. Et peut-être que le milieu rural aussi est particulièrement bien doté de ce point de vue-là. Je rappelle que c'est 88% du territoire qui comprend les biens communs naturels, c'est-à-dire un accès à la nature et au vivant qui est absolument incroyable. Et je crois que c'est une chance aussi de notre pays d'avoir ce patrimoine naturel qui permet vraiment une sensibilité et ensuite de pouvoir construire des leviers d'engagement. Donc nous, c'est vrai que ça revient de manière prégnante sur l'ensemble des actions qui veulent être mises en œuvre par les citoyens. C'est-à-dire, c'est prendre soin du village, prendre soin des producteurs, c'est construire aussi les lieux de l'ESS, c'est du café épicerie associatif où on met en lien les producteurs locaux pour mieux manger ensemble, créer du lien social. C'est les jardins partagés de Châtel-en-Trièves où on réapprend à faire de la permaculture, où on se transmet des savoir-faire, où on transmet des graines. Ça va être aussi comment est-ce qu'on prend soin de nos alpages avec les agriculteurs et notre espace Natura 2000. Comment est-ce qu'on arrive à écrire aussi cette connaissance du milieu naturel et à la transmettre. C'est tout ça, en fait, qui vient avec la vie du village et qui ne peut pas en être coupé. Donc, je dirais que c'est même assez naturel et c'est ce qui arrive en transversal de l'ensemble des réflexions de la population, c'est clair. Alors, les deux expériences dont on discute depuis le début de notre échange se déroulent certes sur des territoires, comme on le disait tout à l'heure, qui ont des profils un peu différents, mais tout de même dans des communes plutôt rurales et peu densément peuplées. Est-ce que ces expérimentations, en fait, est-ce qu'elles pourraient renouer le lien entre politique locale et citoyen à des échelles beaucoup plus grandes, comme dans des métropoles? Comment est-ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne à ces échelles-là? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est une très bonne question que vous posez là. Moi, je pense que c'est plus facile, et du coup, ma collègue l'a dit, dans des petites organisations politiques. Et c'est en ça où moi, le fait d'arriver, de découvrir le village a changé ma conception de la politique. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis maire. C'est parce que je suis maire d'un village de 500 habitants et que j'ai l'impression qu'ensemble, on constitue un collectif qui peut changer la vie. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut se dire que ce n'est possible que dans les communes rurales. Bon, déjà, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'action sur 35 000 communes, parce que je vous rappelle que si vous regardez la constitution des communes de France, elles sont très majoritairement rurales, donc ça veut dire plus facilement un accès peut-être au milieu associatif et après un accès à la politique, puisque les partis ne régent pas en fait les élections municipales. Donc en fait, quand vous êtes investi, on va chercher toutes les bonnes volontés en milieu rural parce qu'on est peu nombreux et qu'il faut pouvoir se serrer les coudes. Donc, si vous êtes investi dans le sous des écoles ou dans le comité des fêtes et que vous êtes quelqu'un d'utile au village, assez vite, vous allez être coopté, vous allez rentrer au conseil municipal. Je trouve que c'est extrêmement important dans la crise de représentativité que l'on vit. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens ordinaires, engagés, qui arrivent à un mandat politique assez facilement. Et donc ça, heureusement, je tiens à souligner ce message qui est vraiment porté aussi par l'Association des maires ruraux de France. La commune rurale n'est pas une erreur organisationnelle de notre pays. Au contraire, aujourd'hui, ça peut être une chance de revitalisation démocratique de notre République. Voilà, on ferme cette parenthèse. C'est plus facile dans un village, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible ailleurs. Et moi, j'ai des échanges très intéressants aujourd'hui avec des élus qui sont sur des communes beaucoup plus importantes. Et on peut avoir un regard territorial en se disant, on va essayer de refaire village en ville. Qu'est-ce que ça veut dire faire village en ville? Ça pourrait être, par exemple, de reconstruire en milieu urbain ce que moi, je vis à Châtel-en-Trièves, c'est-à-dire peut-être un endroit avec un tiers-lieu, un endroit où les gens vont venir, ils vont pouvoir co-construire autour d'un espace public réapproprié. Peut-être qu'on va casser un peu de béton, on va se remettre à planter des choses qui va nous appartenir. Et je dirais, c'est vraiment ça, pour moi, qui définit le faire village en ville, c'est vraiment créer les conditions d'une appropriation des espaces publics par les habitants. Donc, tout ça est absolument possible. Et moi, je pense que c'est intéressant aussi de changer le regard sur la ruralité. Parce qu'on vient souvent en disant, on a des modèles qui fonctionnent bien, plutôt des modèles métropolitains, on va essayer de calquer sur le milieu rural. Aujourd'hui, moi, je dis, la ruralité,
offre des possibilités, des ressources, une inspiration aussi pour le milieu urbain. Et donc on peut changer les regards et venir aussi s'inspirer de ce qui se fait dans ces petits villages, ce qu'Éric Charme d'ailleurs appelle le droit au village. Je trouvais que c'était extrêmement intéressant. Ce chercheur, on l'a fait venir à Châtel-en-Trièves et en fait, il montre qu'on a beaucoup étayé le droit à la ville, mais il pourrait aussi y avoir un droit au village qui pourrait être revendiqué par tout à chacun. Qu'est-ce que c'est le droit au village ? C'est le droit à pouvoir justement revendiquer un espace de contribution dans son territoire de vie immédiat. Donc, quid du droit au village en ville ? C'est passionnant. Claire Peigné, de votre côté, comment est-ce que l'échelle, justement, peut influer sur cette possibilité de citoyenneté active ? Alors, effectivement, je pense que dans les communes, on va dire, allez, on va donner une échelle de moins de 3500 habitants, on a un rapport de proximité qui peut être propice à ce dialogue. Même si dans ces communes-là, le dialogue peut ne pas exister. C'est vraiment une volonté politique et puis c'est des volontés aussi portées par les collectifs et les associations des villages. Je dirais d'une manière générale, quelle que soit la taille de la commune ou de l'intercommunalité, puisqu'on a des sujets d'aménagement qui sont portés par l'intercommunalité. Je pense que c'est important aussi d'évoquer ce fait-là. Tout projet aujourd'hui fait l'objet d'une concertation. Elle est plus ou moins ouverte, elle est plus ou moins aboutie, mais elle est devenue indispensable. On est aujourd'hui beaucoup sur des maîtrises d'usage, c'est-à-dire qu'avant de réaménager, d'aménager un quartier, de détruire un immeuble, de construire tel ou tel équipement public, je pense qu'aujourd'hui, les élus locaux ont parfaitement conscience qu'il faut être plusieurs autour de la table. Avoir une vision partagée d'un quartier, que ce soit au centre de la ville de Lyon, dans la métropole, on a tout intérêt à le faire. Pourquoi ? Parce qu'après, on va voir les blocages. Aujourd'hui, on voit beaucoup de réflexions sur la mobilité. Sur la mobilité sur la métropole de Lyon. On va pas se cacher la face. Il y a un vrai sujet de mobilité, d'ailleurs, qui concerne nos communes rurales. Quand on parle d'aménagement, il faut qu'on parle de mobilité. Et d'égalité des citoyens sur certains points. Donc je pense que, quelle que soit l'échelle de la ville ou d'une métropole, il faut que nous ayons cette intelligence collective qui peut être portée par les élus, d'aller vers les futurs utilisateurs, les futurs habitants. On a parlé de l'habitat participatif, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Mais voilà, il y a encore un long chemin. C'est peut-être une des clés de la réussite du bien vivre ensemble après. Il faut prendre ce temps-là. Et je le redis, les élus sont là pour lever des freins, pour alerter les politiques sur des normes qui vont bloquer des projets alors que ceux-ci partent du bon sens et qu'ils ont toute leur pertinence à être là. Donc notre rôle, c'est facilitateur du dialogue, initiateur du dialogue, mais ne parlons pas à la place de nos habitants et levons les freins, allons chercher les irritants, parce qu'à un moment, il faut savoir poser la question qui ennuie tout le monde. Comment va-t-on faire ? Et voilà, je pense que notre rôle se limite à ça, mais il doit s'exercer dans toutes les villes, quelle que soit leur taille, avec plus ou moins de facilité, bien évidemment. Oui, j'avais envie d'apporter une précision sur ce propos qui est très intéressant. Pour moi, il y a les dispositifs qui sont ouverts par les politiques publiques, c'est important. Mais vraiment, je dirais qu'il faut aussi cette notion d'espace. Il faut un moment de l'espace de respiration dans les villes pour permettre l'inattendu, permettre de construire ses possibilités, que chacun puisse mettre prendre les choses en main concrètement. Et donc, ça ne passe pas que par un dispositif de participation, ça passe aussi par une forme d'aménagement de l'espace sur du territoire de respiration, du territoire en friche, du territoire où tout n'est pas construit, où on peut encore se dire, allez, je vais gratter la terre, je vais mettre les mains ici, je vais commencer à construire des choses, à fabriquer avec les autres. Et je dirais, il y a vraiment un aspect sensible et du faire par la main qui est extrêmement important aussi sur cette conquête du droit au village et de la citoyenneté. C'est que c'est pas uniquement un exercice intellectuel. Je trouve qu'en France, trop souvent, on est cantonné sur cet exercice intellectuel, on attend de la réunion publique, de l'atelier de participation, et je dirais il y a quelque chose du sensible que nous, on vit beaucoup dans nos ruralités, et qui est de bien, on va prendre du bois, on va construire les étagères du café-épicerie, viens, on va mettre les mains dans la terre, on fait les jardins, viens, on va entretenir les sentiers, on va prendre la débroussailleuse, et il y a ce côté-là qui emmène en fait toute une population dans sa diversité. Voilà, donc je voulais apporter aussi cet élément de complémentarité. Nicolas Bory.
Oui, cette question de la participation citoyenne au projet, on s'aperçoit que quelle que soit l'échelle, finalement, on a souvent des personnes qui sont opposées au projet qui viennent aux réunions. Parce que c'est plus facile de se mobiliser contre que pour. Et c'est toute la difficulté qu'on a, nous, à essayer de convaincre les habitants, les citoyens que le projet qu'on va mettre en place a un intérêt pour les habitants. Cette question des lieux partagés, de convivialité est extrêmement importante. Nous, on voit à Morancé, depuis un an, on a un bistrot associatif qui s'est monté, qui a connu un succès incroyable. Il y a 600 adhérents, alors qu'on est 2200 habitants. Donc on a même des gens des villages voisins qui viennent ici en disant ce que vous faites à Morancé, c'est incroyable. Et il y a d'autres usages qui sont en train de se développer. Et nous, on a un projet de tiers-lieu aussi dans notre village pour justement renouer ce lien social. Alors on a la chance, nous, d'avoir beaucoup d'associations dans le village, on a une vraie vie associative, on a les conscrits dans le Beaujolais, c'est extrêmement important. Mais on est en train de travailler justement sur la programmation de ce tiers-lieu pour voir comment on va essayer d'améliorer encore plus les choses. Les conscrits. Oui, pardon. Les conscrits, c'est une fête populaire qui est née à Villefranche. C'était les jeunes hommes qui étaient appelés à partir à la guerre, et avant de partir, ils faisaient la fête. Je résume très très brièvement. Et en fait, ça marche par décade. C'est-à-dire que c'est tous les gens qui sont nés une année qui se terminent par 0, par 1, par 2, par 3, voilà. Et donc donc ça veut dire qu'on a 10 associations déjà dans le village qui regroupent toutes les générations, tous les milieux sociaux. Et c'est extrêmement précieux d'avoir ces associations. Il y a toutes les autres associations culturelles, sportives évidemment, mais on a ce lien qui existe depuis des années et des années et qui se transmet, et c'est important. Oui, peut-être aussi, il me semble que sur ces lieux, ce qui est important aussi, c'est de construire les capacités d'animation. C'est-à-dire que ça ne vit pas par soi-même toujours. Et c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de ça, c'est-à-dire c'est un aménagement du territoire, de construire ces lieux définis de citoyenneté active qui appartiennent aux citoyens, et après de construire les capacités d'animation de ces lieux. C'est-à-dire qu'on a besoin de ce coordinateur de tiers-lieux. On cherche un peu les noms d'ailleurs, on ne sait pas trop comment les appeler. C'est les nouveaux métiers de la fonction publique peut-être demain, de venir un peu en chef d'orchestre, de savoir repérer les facilités des uns et des autres, de pouvoir mettre en lien, faire écho, faire émerger du projet partagé. Moi j'appelle ça ma jardinière sociale. Donc aujourd'hui j'ai un agent à Châtel-en-Trièves, sur une petite commune de 500 habitants. On a créé un poste sur ce mandat. C'est Lucie. Finalement, son nom est le meilleur nom pour cette dynamique et ce qu'elle essaye de faire. Elle éclaire les gens et des initiatives. Et donc, Lucie arrive, elle travaille 2 jours par semaine et son boulot, c'est de faire ça, c'est de repérer, de faire vivre ces lieux de la citoyenneté active, d'amener les gens vers les espaces, de leur faire prendre conscience et prendre confiance en eux pour venir faire du mieux qu'ils peuvent, pour aider à prendre soin du village comme une maison commune et d'essayer d'organiser tout ça. Et donc je crois qu'il y a des nouveaux métiers qui sont en émergence autour de l'animation de la citoyenneté active. Ça prend du temps et ça nécessite des moyens humains. Claire Peigné, tout à l'heure, vous parliez des mobilités. À travers les mobilités, je suppose, je ne connais pas très très bien Morancé, mais je suppose que vous êtes aussi dépendant de déplacements pendulaires avec la ville de Lyon. Comment est-ce que justement ces mobilités, ces déplacements pendulaires, c'est peut-être moins le cas à Châtel-en-Trièves, comment est-ce que ça entraîne des difficultés justement dans la citoyenneté active de vos habitants? C'est un sujet qui est au cœur de la thématique de l'aménagement du territoire pour les communes qui sont périmétropolitaines. Aujourd'hui, on a à peu près 70% de nos actifs qui vont aller travailler sur la métropole. Alors, avec la notion du télétravail, on va dire que les choses ont changé, mais un petit peu à la marge. Et on a ce constat que il y a eu un abandon, il y a plusieurs années, du réseau de transport secondaire sur l'ensemble de notre territoire. Et aujourd'hui, on nous dit, dans le cadre de la politique environnementale, qu'il faut favoriser les mobilités douces, qu'il faut favoriser le transport collectif.
Mais on se retrouve confronté avec des situations qui ne sont pas satisfaisantes sur la fréquence des trains, sur des lignes qui ne sont plus fonctionnelles. Et on est dans un paradoxe aujourd'hui dans l'aménagement du territoire, parce que je pense que chaque élu sur son territoire prône une vraie politique d'aménagement durable vertueuse sur le plan environnemental, mais avec ce paradoxe que finalement on va être encore très voiture dépendant sur nos territoires. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille avec la métropole. On ne doit pas avoir de cassure. Il faut que le dialogue s'instaure entre métropole et territoire périurbain pour trouver des solutions. Mais les solutions, elles nécessitent des financements. Donc ça, c'est aussi une des thématiques avec lesquelles on est confronté régulièrement avec nos habitants. Et il y a tellement d'acteurs dans ce champ de la mobilité que finalement tout le monde dit c'est pas moi, c'est l'autre. Et ça, c'est une réponse que ne veulent plus entendre nos habitants. Donc ils vont être porteurs de solutions innovantes, de covoiturage, etc. Mais à un moment, si vous voulez, oui, je pense que la mobilité est un facteur clé de l'aménagement et de l'attractivité de nos territoires. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la désertification des écoles. Moi, je suis en charge pour l'Association des maires de France du secteur de la santé. Aujourd'hui, la première chose que va regarder un professionnel de santé pour venir s'installer dans un territoire dans le nord du Beaujolais, c'est 1, s'il y a une école. 2, est-ce qu'il y a des professionnels de santé. 3, quelles sont la mobilité pour moi, pour mon conjoint ou ma conjointe, pour mes enfants qui vont aller au collège, etc. Et donc, aujourd'hui, si, dans le cadre de la revitalisation de nos territoires et dans le cadre d'une vraie politique d'aménagement durable, la mobilité doit être un vrai sujet et je pense qu'il faut y mettre des moyens financiers. Voilà. Donc, oui, je pense que c'est un petit appel très net. Alors, on arrive à la fin de notre échange, mais je vais vous poser quand même une dernière question à tous les trois, qui est une question centrale du Festivad. La question, vous allez chacun à votre tour y répondre, c'est de quoi avons-nous réellement besoin ? Claire Peigné, je vous laisse commencer. De nous parler, d'échanger, de rêver ensemble. Nicolas Bory. Nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin de sortir de chez nous. Nous avons besoin de rencontrer, de redécouvrir nos voisins, de redécouvrir les gens qui habitent à côté de chez nous. Nous avons besoin de villages partout sur le territoire national. Et Naïma Brazi. Moi, j'ai envie de dire, on a besoin de se retrouver le 13 juin pour la soirée de lancement du Festivad à Zadigacité à Lyon et découvrir tout ce qui va s'en suivre. Et aussi profiter de la présence de la marraine de cette édition, qui est Juliette Keff, du coup présidente et cofondatrice de Vers le Média. Et puis tous les partenaires qui nous accompagnent aussi sur ce Festivad, à savoir la Compagnie des Prairies pour la chorégraphie et l'agence Keyblind, vous, et puis ceux qui sont mobilisés sur les formats. Eh bien, l'appel est passé. Fanny Lacroix, Claire Peigné, Nicolas Bory et Naïma Brazi, un grand merci pour avoir participé à ce premier podcast en partenariat entre Radio Anthropocène et l'association Ville et Aménagement Durable dans le cadre du festival. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.